Un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. C'est moi qui remercie Radio Gina, vous également, et les différents auditeurs qui sont là en ligne pour encore apprendre sur le cancer. D'accord. Merci. Nous sommes également avec le président de la Ligue togolaise contre le cancer, Stéphane Domifa Awiti. Bonjour monsieur. Bonjour mesdames. Et comment allez-vous? Je vais bien. Super. Un plaisir également de vous avoir avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir. Pour parler d'un sujet qui concerne plus les femmes, mais aussi les hommes, le cancer du sein. On en parle dans un cours. Si vous le permettez, j'ai quelques remèdes ou astuces naturelles à partager avec vous ce matin. Nous sommes dans une période où la grippe ou encore la toux frappe très fort. Tu commences à sentir les premiers symptômes avant que les choses ne se compliquent ou avant que ton corps ne perde toute l'énergie nécessaire pour renforcer l'organisme par rapport à ce mal. Alors, je te conseille donc d'utiliser du gingembre. C'est un aliment, si vous voulez, très efficace. C'est un remède naturel contre la grippe. Grâce au gingembre, vous pourrez réduire les douleurs articulaires et ajouter aussi à tous les plats que vous prenez. Ça peut vous aider donc à lutter contre la grippe. Utilisez aussi du miel ajouté à du gingembre. Le miel qui est un antibactérien, antioxydant et antibiotique naturel. Il est considéré comme un remède naturel contre la grippe grâce à son efficacité. Ça réduit la toux sèche et apaise aussi. Prenez donc un mélange de miel avec du gingembre plusieurs fois dans la journée, ça vous aidera. Vous pouvez utiliser l'eucalyptus également, c'est un remède naturel contre la grippe. Ou encore l'ail et l'oignon, ils ont des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires très efficaces contre la grippe. On va en rester là pour aujourd'hui. Dans la semaine, on reviendra sur d'autres remèdes qui vous aideront donc à passer le cap de la grippe. Alors, venons-en au fait, le sujet qui nous rassemble ce matin. Je vais me tourner tout d'abord vers la gynécologue. Qu'est-ce que le cancer du sein, madame? D'accord. Merci beaucoup pour la question. Alors, c'est quoi le cancer? Le cancer, en gros, c'est une prolifération anarchique des cellules de l'organisme. Lorsque j'appelle prolifération anarchique, ça veut dire que ces cellules ont refusé de marcher selon le fonctionnement normal de l'organisme. On dit souvent qu'elles sont devenues folles. Donc, si je veux revenir au niveau du cancer du sein, c'est une prolifération anarchique des cellules au niveau du sein. C'est-à-dire, normalement, au niveau du sein, le sein est là, ça grossit. Après, la femme, si elle tombe enceinte, elle allaite. Après, elle serre l'enfant. Il y a ce fonctionnement-là normal. Mais à un moment donné, les cellules de la glande mammaire refusent de suivre ce fonctionnement normal et suivent leur propre fonctionnement. D'accord? C'est dans cet état-là qu'on parle de cancer. Et là, on parle de cancer du sein. D'accord. Et le cancer du sein, ça démarre dans un sein ou dans les deux seins à la fois? Parce que si on veut soit palper le sein pour savoir s'il y a quelque chose, est-ce que c'est dans les deux seins à la fois ou dans l'un, après dans l'autre? D'accord. Tout dépend. Il y a des femmes qui ont un cancer qui débute dans les deux seins, comme il y a des femmes où le cancer débute dans un seul sein. C'est pourquoi on dit la maladie est vraiment personnelle. On ne peut pas schématiser la maladie d'une autre patiente à une autre patiente. Comment ça débute? Ça commence par une petite cellule dans le sein. Cette cellule va grossir, va augmenter de volume si elle n'est pas dépistée très tôt. Dans l'évolution naturelle du cancer du sein, on a 3 étapes. On a 4 stades. On a le stade 1, c'est vraiment localisé juste à la cellule mammaire. Le stade 2, ça veut déjà dépasser ce qu'on appelle les canaux au niveau du sein. Le stade 3, c'est déjà en train d'avancer. Et le stade 4, on va au stade où on a déjà des métastases. C'est-à-dire le cancer a traversé la glande mammaire et aller soit au niveau des poumons, soit au niveau du foie, soit dans le ventre, soit au niveau des os. C'est la phase terminale? Là, c'est la phase, donc on va dire phase terminale. En gros, mais c'est la phase métastatique, c'est le stade 4. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on stadifie le cancer comme ça pour adapter la prise en charge. Et il est important de rappeler que lorsque c'est diagnostiqué très tôt,
la probabilité de rémission est très élevée. Mais plus c'est diagnostiqué à un stade avancé, moins c'est facile d'avoir la rémission parce que là, le coût devient très, très, très élevé. Je parle du coût depuis le diagnostic jusqu'au début de la prise en charge. Pour cela, il faut compter déjà au moins 2 500 000. Est-ce que vous pensez que c'est la sage-femme qui est au marché ou alors la maman là qui lave les habits pour subvenir aux besoins de sa famille, qui peut se permettre ces soins? Moi, je dirais non. Parce que même des fonctionnaires n'arrivent pas à s'octroyer ces soins. C'est pourquoi on va continuer par insister sur le taux examen du sein permettant d'avoir un diagnostic précoce et dont un retentissement psychosocial, c'est-à-dire aussi bien sur la patiente que sur la famille et l'entourage, et le volet financier qui continue par miner. Donc oui, merci à Radio Djena pour cette émission, pour passer le message de la sensibilisation. Nous sommes dans le mois Octobre Rose, comme on l'appelle. On se devait donc de parler de ce phénomène du cancer du sein. Alors, Monsieur Domifa, vous êtes le président de la Ligue togolaise contre le cancer. Qu'est-ce que vous faites exactement au sein de la Ligue, de votre Ligue? Voilà. D'abord, je remercie Radio Djena pour cette opportunité qu'elle nous offre. Merci. Pour pouvoir parler d'une problématique qui touche l'intimité de la femme. Et quand on parle du cancer, je pense qu'en Afrique, ce n'est pas encore démystifié, il faut le démystifier. Parce que le cancer n'est pas égal à la mort. Et Madame la gynécologue vient de le dire, quand c'est dépisté précocement, je pense que les chances de survie et de guérison sont beaucoup plus importantes. Et moins traumatisant et moins onéreux. D'accord. Alors, l'Octobre Rose est une activité phare de la Ligue. Je dirais qu'avant que la Ligue ne naisse, nous avons une association qu'on appelle Espérance et Vie Nouvelle qui a fait son chemin. Donc, je suis cofondateur. D'accord. Et nous sommes sur le terrain depuis 2006. Nous avons initié l'Octobre Rose en 2009 au Togo. Avant l'Octobre Rose, nous avons intensifié les célébrations des journées mondiales contre le cancer parce que avant nous, ça n'existait pas. Personne n'ose le faire. Donc, et pour arriver au niveau de la Ligue est née en 2014. D'accord. Ça fait 10 ans maintenant. Oui, ça fait 10 ans, c'est 10 ans. Parce que quand nous avons créé l'association Espérance Vie Nouvelle en 2006, nous avons prévu la création d'une Ligue nationale pour fédérer les actions de tous les acteurs, de toutes les structures associatives pour pouvoir mener une lutte vraiment efficace et efficiente. Donc, et bon, sur le terrain, en 2006, on s'est rendu compte que vraiment c'est une problématique qui n'en dit pas son nom, c'était vraiment très grave et un tueur silencieux que la population togolaise ignorait. Donc, notre challenge, c'est de combattre vraiment à côté de celles qui souffrent de cette maladie, surtout les femmes. Et nous n'avons pas vu l'enjeu de créer la Ligue, mais la Ligue a été créée parce qu'à l'international, on nous a demandé qu'il est temps que nous nous fédérons et nous avons vu la création en 2014. Donc, en 2014, on était venu maintenant sur la scène nationale et internationale pour participer au congrès mondial, aux congrès internationaux et qui se trouvent sur le continent africain et sur le plan national. Nous faisons des plaidoyers au niveau des gouvernants, dont nous siégeons même dans les commissions du ministère de la Santé. Nous avons participé à la mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique en tant que représentant de la société civile pour pouvoir toucher du doigt au niveau des experts qui étaient là, pour voir ce qui a été fait, le chemin parcouru, pour vraiment voir ce qu'on peut faire pour qu'ils puissent nous donner des conseils. Au-delà de ce challenge de leadership et de plaidoyer, pour qu'on puisse vraiment aller au bout de cette lutte, nous accompagnons les étudiants aussi pour pouvoir faire leur soutenance, pour qu'ils puissent s'engager dans ce domaine par les psychologues, les gynécologues, les pharmaciens. On en a tellement formés qui sont revenus maintenant être membres de notre association, les assistants sociaux. Il y en a plein qui sont des docteurs aujourd'hui, plein de responsables de structures publiques et privées. Grâce à votre ligue. Grâce à l'association et ensuite par la Ligue. L'association Espérance Vie Nouvelle est cofondatrice de la Ligue avec d'autres acteurs et d'autres associations. Donc, et
l'association Espérance Vie Nouvelle a donné le pouvoir, le plein pouvoir à la Ligue togolaise contre le cancer pour être sur le devant de la scène. Et aujourd'hui, nous nous battons pour fédérer toutes les structures associatives pour parler d'un seul voix, parce que nous n'avons qu'un seul ennemi en commun. Oui, c'est un seul ennemi en commun. On doit tout faire pour que cet ennemi soit vraiment combattu, pour permettre à nos paisibles populations de vivre en harmonie et en tranquillité. D'accord. Et alors, donc, nous faisons beaucoup d'activités. Des grandes campagnes de sensibilisation d'abord ont été menées. Nous viendrons tout à l'heure sur les points clés ou encore là où vous intervenez réellement pour aider la population. Si vous le permettez, je vais me tourner vers madame pour connaître les facteurs de risque, parce qu'il y a encore quelques années en arrière, on ne dépistait pas autant de cancers de sein. Quels sont les facteurs de risque auxquels nous sommes exposés aujourd'hui, nous les femmes, qui fait qu'on a tellement de cancers de sein aujourd'hui, docteur? D'accord. Il est important de savoir que les facteurs de risque du cancer du sein sont de deux grands groupes. Nous avons les facteurs modifiables et les facteurs non modifiables. Qu'est-ce que j'entends par facteur modifiable? Un facteur est modifiable lorsque l'action de l'homme peut modifier cela. Et un facteur est non modifiable lorsque c'est inné en nous. On est avec et peu importe ce qu'on fera, cela ne pourra pas changer. D'accord? Lorsque je prends les facteurs non modifiables, en avant, nous avons premièrement la génétique. D'accord? Nous avons des familles, malheureusement, qui sont des familles à cancer du sein. Parce qu'il existe un gène que nous appelons le gène BRCA1. BRCA1 et BRCA2. D'accord. On va voir que chez les Blancs, les familles dans lesquelles ce gène-là existe, les femmes préfèrent se faire la mastectomie plus tôt. Pour ne pas développer par après le cancer. Mais malheureusement, chez nous, ce n'est pas encore une pratique qui est courante. Parce que l'œil de la société, marcher dans la rue sans un sein, tu es pointé. C'est pas encore accepté. Voilà. Et la chirurgie mammaire n'est pas encore accessible à tout le monde. Chez les Blancs, j'enlève le sein. Le mois qui suit après cicatrisation, je fais ma prothèse mammaire et puis je vis tranquillement. Mais chez nous, en Afrique, ce n'est pas encore ça. En plus de ce facteur génétique, nous avons également les facteurs hormonaux. On dit que les femmes qui ont une puberté précoce ou alors une ménopause tardive ont un risque plus élevé de développer un cancer du sein. Mais ce ne sont que des chiffres. Parce qu'il y a des femmes qui ont eu leur puberté à 18 ans, qui ont développé un cancer du sein, et des femmes qui ont eu leur puberté à 12 ans et qui n'ont pas eu un cancer du sein. On dit également que les femmes qui n'ont pas vite accouché avant 35 ans ont également un risque élevé de développer un cancer du sein. Ou encore que celles qui ont beaucoup allaité ont un risque réduit de développer un cancer du sein. Et comme je dis encore, ce ne sont que des chiffres. Parce que lorsque je faisais mon sujet de fin de spécialisation, j'ai travaillé avec des femmes qui ont eu plus de 8 enfants, mais qui ont eu un cancer du sein. D'accord? À côté, il y a eu des femmes qui ont eu leurs enfants à 40 ans, mais elles n'ont pas eu un cancer du sein. Donc tout ça, ce n'est que de la littérature. Et ça ne doit pas faire peur aux femmes. Et ça ne doit pas également rassurer les autres. Que bon, comme il y a un petit sous bon, le cancer du sein, il ne discrimine pas. Ça peut atteindre tout le monde. Et ces différents facteurs que nous citons ne sont que des facteurs de risque. Ce n'est pas parce que j'ai ces facteurs-là ou bien parce que j'ai utilisé une contraception pendant une durée très longue que oui, mon facteur de risque est élevé. Donc je vais développer un cancer du sein. Ce sont des facteurs de risque. D'accord? Maintenant, lorsque je prends les facteurs de risque modifiables, j'aime beaucoup ces facteurs. Parce que ce sont sur ces facteurs-là que nous pouvons agir. Premièrement, c'est le mode de vie. Malheureusement, nous voulons vivre comme les Blancs. On est dans une ère de l'occidentalisation. Si je ne mange pas de l'hamburger, je ne suis pas normal. Si je ne mange pas shawarma, je ne suis pas normal. Si tous les jours je ne mange pas de la pizza, je ne suis pas normal. Si je n'achète pas du poulet congelé dans lequel je mets 5 cubes avant de préparer pour que ça sente bon, je ne suis pas normal. C'est sur ces facteurs-là que nous devons agir. Nous sommes en Afrique, l'Afrique est riche. Nous avons des terres cultivables. Nous pouvons manger beaucoup de fruits, nous pouvons manger beaucoup de légumes naturellement, plus facilement que ceux qui sont à l'étranger.
Alors, je suis là aujourd'hui pour passer ce message de revenir à notre alimentation comme faisaient nos parents il y a de cela plus de 500. Il paraît que le citron est un fruit anticancérigène, docteur. Est-ce que c'est vérifié? On dira anticancérigène en griffe, mais ça peut nous aider. Parce qu'il y a de ces, comment je vais dire ça, ces astuces que nous pouvons utiliser pour réduire notre risque. Mais dire que j'ai le cancer et que je prends le citron, ça va soigner. Non. C'est juste que quand je développe des habitudes alimentaires positives, je réduis ma chance de développer un cancer du sein. Donc, je ne vais pas demander à quelqu'un de se lever tous les matins et boire du citron, non. Mais d'adopter des bonnes manières de vie. C'est-à-dire, je dois boire beaucoup d'eau, je dois manger beaucoup de fruits, je dois manger beaucoup de légumes, je dois faire du sport. Je ne vais pas demander aux gens de se mettre à courir, non. On n'a pas le même cœur, on n'a pas la même force. Mais si je marche, je fais déjà quelque chose. Si je danse le soir avec les enfants, je fais quelque chose. Ou alors, si je fais de la natation, c'est le meilleur sport parce que ça mobilise tous les muscles de l'organisme. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui peut nager. Là, ce sont les principaux facteurs sur lesquels nous pouvons agir. Mais encore, nous sommes encore entourés de pesticides, d'engrais chimiques. Est-ce que vraiment nos fruits et légumes sont encore bons pour notre santé? Alors, la problématique continue. Mais ne nous arrêtons pas. Continuons pas à réfléchir à comment agir sur ces facteurs modifiables. Il y a également le stress. Ah oui. Oui. Le stress est également... Comment le stress peut-il développer le cancer? Malheureusement, il y a cette note psychologique. Malheureusement, il y a cette note psychologique. Lorsque les psychologues développent les facteurs de risque ou bien les causes du cancer du sein, il y a les personnes qui sont anxieuses, il y a les personnes qui sont stressées. Cette note-là prédispose également au cancer du sein. La dernière fois, j'étais avec un psychologue, il disait que nous sommes tous stressés. Ce n'est que dans la tombe que le stress va finir. Mais si nous développons des capacités à, voilà, surmonter les situations que nous traversons, à accepter à être accompagnés par des psychologues. Parce que malheureusement, en Afrique, on dit, si je vais voir le psychologue, c'est que je suis fou. Non, ce n'est pas une réalité. Ces personnes-là sont là, ces spécialistes de la chose sont là pour nous accompagner. Donc, nous avons deux principaux groupes, les facteurs non modifiables ou avec en tête de ligne le facteur génétique, puis le facteur hormonal. Nous avons les facteurs modifiables qui sont le mode de vie, le stress et puis il y a bien d'autres facteurs. Mais je veux vraiment insister sur le mode de vie, c'est-à-dire l'alimentation, l'activité sportive et l'éviction du stress. Est-ce que dans vos sensibilisations, Monsieur le Président, vous arrivez aussi à dire à des femmes, génétiquement, si vous êtes conçu pour avoir peut-être le cancer, parce que si maman, grand-maman ou encore les tantes l'ont eu, forcément, vous avez des chances de l'avoir. Est-ce que vous arrivez à dire aux gens, passer à la... Comment est-ce que vous l'appelez? La mastectomie. La mastectomie. Mastectomie. Vous arrivez à leur dire cela? Je suis que oui, pour revenir un peu en quelques secondes pour ce que madame vient de dire, c'est une réalité et elle a bien développé les facteurs de risque. Je donne les exemples parce que nous, notre parcours, ça fait plus de 18 ans. Donc, et nous avons une famille que nous avons accompagnée dont la mère a souffert du cancer du sein. La mère a 3 filles, 3 grandes filles. 2 des filles sont mortes du cancer du sein. Et la 3e, nous l'avons accompagnée pour le cancer du sein. Elle survit aujourd'hui, elle est en bonne santé, mais elle porte cette maladie. Elle est en rémission, bien sûr, mais voilà, c'est pour dire que même si la recherche a dit que c'est 5-10%, je pense que c'est non négligeable. Parce que quand on dit ça, les gens disent que c'est insignifiant. Mais il faudrait que les familles où il y a... les parents, les proches qui ont souffert de ce cancer fassent attention. Et nous, depuis des années, qu'est-ce que nous faisons? Les familles dans lesquelles nous retrouvons ces cancers, où nous accompagnons, parce que nous accompagnons les malades elles-mêmes et nous accompagnons les proches aussi, parce que c'est un poids pour la famille, psychologiquement, et ça affecte vraiment. Donc, nous organisons des dépistages, puisque nous-mêmes, on organise des campagnes de dépistage. Donc, on planifie, on prend la liste et on essaie de canaliser pour pouvoir faire le suivi pour que ces proches parents, par exemple, je prends pour les femmes, pour que les femmes puissent commencer leur
dépistage un peu plus tôt. D'abord, en consultant régulièrement les gynécologues, et s'il y a nécessité de commencer leur dépistage, qu'elles commencent. On fait un suivi à ce niveau-là. Et je pense que j'ai rencontré un grand professeur au CHU une fois, qui a même émis l'idée de commencer une recherche pour pouvoir permettre de voir avec les familles comment on peut faire une prévention des recherches pour pouvoir un peu prévenir dans cette manière de voir ces familles où se trouvent des cancers. Mais bon, elle avait parlé également de... Oui, c'est une réalité. Quand on parle de la mastectomie en Afrique, je vous jure que c'est un lot du problème. Un lot du problème. C'est pour ça que nous avons la chance que nous avons un groupe de parole où les femmes à qui on a déjà enlevé les seins, et elles s'interagissent et vraiment, vous ne pouvez pas imaginer le groupe de parole si vous venez. Vraiment, c'est très intéressant. Et c'est des femmes qui s'entraident, qui s'entraident, qui se soudent avec les mains dans leur quartier et deviennent des parents pour l'autre. S'il y a quelque chose, c'est l'autre qui nous avertit que voilà, ma soeur qui est dans mon quartier a des soucis et on essaie de mobiliser. Elle s'entraide dans beaucoup de domaines. Et qu'est-ce que j'allais dire? Si nous parlons un tout petit peu du coût pour soutenir les personnes atteintes du cancer du sein. Madame a parlé tout à l'heure de 2,5 millions. Je suis sûre que ça doit même dépasser cela dans la réalité. Je vais en venir. Le coût, c'est le minimum qu'elle a donné. Est-ce que vous accompagnez les parents, enfin les patients sur ce plan également à la Ligue ou dans votre association? Oui, on fait beaucoup de choses, mais imaginez que quand on parle du cancer, c'est un coût vraiment exorbitant. Le cancer, c'est même 2,5 millions. Non, 2,5 millions, c'est du diagnostic. C'est l'état de diagnostic. Je vous donne un tableau. Quand vous souffrez du cancer, vous devez faire des analyses, vous devez dépenser minimum 350 000 francs, 400 000 francs. Pour faire rien que les analyses. C'est même pas suffisant. Oui, biopsie 80 000, immunohistochimie 80 000, scanner 90 000. Et il y en a plein de choses. Si je commence par étaler. Pour le bilan biologique. Et si j'étale ça ici, vous allez voir qu'on dépasse 400 500 000 francs. Wow. Rien que pour les analyses. Et maintenant, entre les chimios, on fait ce qu'on appelle le bilan pré-chimio, qui coûte environ 50 000 francs. La chimiothérapie, c'est des séances. Il faut faire le minimum 6 séances. À 10 séances. Et les gens font 10 séances, après on les ramène pour faire encore plus, pour consolider le traitement. Wow. Et une seule séance, vous savez combien? Aujourd'hui, les plaidoyers, nous avons fait tellement de plaidoyers qu'il a les produits qui viennent de l'Inde, etc., qui ont vraiment réduit considérablement le coût. Et à combien? Mais avant pour faire une séance, avant pour faire une séance de chimiothérapie, les femmes que moi j'ai accompagnées ont fait une séance de chimiothérapie à plus d'1 million. Une seule séance. Aujourd'hui, on rend grâce qu'il faut maintenant 400 500 000. Et parfois, les gens font jusqu'à 800 000. Il y a un produit, je n'avais pas alarmé le public, sinon, il y a même un produit, si on vous donne le prix, vous n'avez pas quoi. On nous dit de ne pas trop alarmer les gens. Oui. Mais c'est pour vous dire que le parcours d'une malade ou bien d'un malade de cancer, ce n'est pas la malade ou bien le malade seul qui peut prendre en charge. C'est pour ça que nous faisons des plaidoyers aujourd'hui pour que l'État puisse avoir son regard, pour pouvoir voir, réfléchir, pour voir ce qu'on peut faire. Ça coûte vraiment les yeux de la tête. Oui, maintenant, moi, j'insiste sur la mastectomie. C'est très important. La plupart du temps, nous avons fait une sensibilisation le samedi chez les grandes personnalités de l'église méthodiste. Et une femme, parce qu'on a fait le code de la presse, et ils nous ont écoutés, et une jeune dame a accompagné sa mère. Avec un gros sein comme ça. Elle avait le cancer déjà? Avec tout un tas de plaies. Wow. Parce que, ouais, c'est comme ça. La plupart du temps, c'est que la femme refuse qu'on lui enlève le sein. Ce n'est pas un plaisir pour les spécialistes d'enlever le sein. La plupart du temps, parce que dans nos groupes de parole, j'ai écouté tellement. Non. Quel médecin, pas de charcuterie, quel médecin va prendre le couteau pour pouvoir... Non. C'est pour vous prévenir, vous les malades. Vous voyez? Donc, c'est les femmes déjà traitées en rémission que nous appelons vers les services, les structures hospitalières, là où il y a la réticence de ces femmes qui refusent de faire cette mastectomie.
Et quand ces femmes à qui on a enlevé le sein arrivent là-bas et vous les voyez avec le jouet, etc., vous ne saurez jamais. Parce que nous avons des prothèses mammaires que nous distribuons depuis 2009, que nous distribuons gratuitement. Et quand vous mettez ça, pas question de tout. Nous avons reçu une dame et son mari, et ils sont rentrés dans nos bureaux, très soucieux, anxieux, etc. Mais quand la femme a retrouvé sa prothèse, sa taille et la mise, mais vous les voyez autrement. Donc il faut transcender cette histoire-là. Parce que ça travaille également parce que sur tant le que vous ne refusez pas qu'on ne vous enlève le sein là, il y a un moment où ça va arriver, vous ne pouvez plus. Le médecin ne peut plus toucher ce sein. Parce que c'est impossible. C'est impossible. Et là maintenant, même les proches ne peuvent même plus vous dire « Aou, babadé, aou, aou, vous embrassez ». Non, c'est plaie, pourriture, nauséabonde. Ça saigne. Et même après 5 ans après le décès, même, la salle, quand vous rentrez, vous saurez que la personne a développé un cancer. Donc, c'est sérieux ce que nous venons dire ici. Ce n'est pas que nous n'avons rien à faire et nous venons parler ici. Je suis dans ce challenge, ça fait plus de 18 ans. Parfois, les gens croient que je suis fou. Je ne suis pas fou. C'est parce que j'ai eu des soeurs, 2 soeurs sont mortes dans une même année du cancer du sein. C'est un challenge pour moi. Et la goutte d'eau qui a débordé, c'est une amie qui est une soeur à moi. À 27 ans. Une universitaire qui ne connaît rien de ce cancer. Et en 2006, on a créé cette association pour dire, mais tiens, mais cette jeune dame, cette amie dont je vous parle, son papa est millionnaire, togolais. C'est pour ça qu'elle a pu rester en vie. C'est après son traitement qu'elle a dit, mais ça ne va pas. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait la mastectomie? Elle a fait tout le traitement. D'accord. Elle a fait tout le traitement. Elle s'en est sortie avec le traitement? Oui. D'accord. Elle est décédée il y a quelques années. Elle est partie aux États-Unis. Elle m'a laissé le porte-flambeau. Elle m'a fait jurer même. Je m'en souviens, la veille de son départ, elle m'a fait jurer que même quoi qu'il arrive là, si elle décède un jour là, de lui jurer que je vais continuer ce combat-là. Je lui ai dit, quand je dis oui, je dis oui. C'est comme ça, moi, je fonctionne. Mais si je dis non, personne ne me force. En tout cas, bon courage à vous. Donc, et on a vu plein de femmes. Maintenant, au moins, on arrive maintenant à les convaincre à travers d'autres femmes. D'accord. Oui. Mais il y a un lot de problèmes. Si Madame la gynécologue me permet de compléter ce qu'elle a dit, il y a des femmes qui acceptent même qu'on lui enlève le sein. Parce que le sein, quelle est la polémique autour de nos communautés? On dit que si on vous enlève le sein, vous allez mourir. Ah, nous avons vu des gens enlever le sein et elles sont mortes. Mais le problème même, est-ce que les gens se renseignent suffisamment pour voir pourquoi la personne est décédée? La personne décède parce que d'abord, elle est venue à l'hôpital à un stade tardif. La plupart du temps, à peine 3 à 5% des femmes viennent à l'hôpital à des stades précoces. Vous voyez? Maintenant, l'autre côté, la femme dit que je préfère qu'on m'enlève le sein, mais je ne vais pas faire la chimiothérapie parce qu'on dit qu'on fait la chimiothérapie, les gens vont mourir. Nous allons accompagner. Dieu merci, nous réussissons, mais il faut vraiment faire de grandes sensibilisations, démystifier le cancer. Sinon, le parcours encore, le chemin est encore très long devant nous. Mais on a vu des femmes qui sont venues de l'intérieur du pays, à qui on a dit qu'elle est sorcière parce qu'elle a eu son cancer du sein. Qu'on a abandonné, comme nous avons accompagné au CHU, même pour se vêtir, se nourrir, se laver, tout était à notre charge. Et la personne qui l'a même accompagné pour arriver à l'obéir, on l'a menacé au village. Ah oui? Et ce cancer divise l'homme et la femme. Bien sûr. Parce que l'homme dit que, moi je suis pas encore prêt pour être vif. Et nous avons accompagné. Les enfants vivent aujourd'hui. Donc, c'est un cancer qui détruit d'abord une maladie qui pèse, traumatisant parce que personne n'arrive à accepter le cancer. Même si l'Europe, les gens ont accepté, au moins, il arrive toujours que c'est un poids lourd. C'est un poids lourd pour les personnes victimes du cancer, jusqu'à ce jour. Et l'Afrique est encore un bon chemin à parcourir pour arriver à ce niveau. Vous voyez, la mastectomie, quand elle a dit que les Européens, mais il y a Angelina Jolie, la célèbre cinéaste, mais sa mère a fait un cancer. Elle n'a pas un cancer avant d'enlever les 2 seins. C'est pas une mesure préventive. Elle dit que c'est le sein qui va apporter le cancer. Non. Je les enlève. Elle a enlevé les 2 seins. Il y a d'autres actrices qui ont enlevé en France, en Europe après. Mais chez nous, c'est pour le tabou, on dit, c'est même pas un problème tabou, mais je ne sais pas.
le cancer, quand vous enlèvez le sein, vous allez mourir. Rien. Il n'y a pas, une relation entre la mastectomie. Non, il n'y a pas, comment on dit ça? Il n'y a pas un truc vital. Si on vous enlève le sein, que vous allez mourir. Il n'y a rien de... Non, en fait, c'est que quand vous prenez les psychologues, ce qu'ils veulent expliquer, c'est que le sein, c'est l'identité de la femme. C'est symbole de féminité. Ouais. C'est tout. Quand je mets ma robe, je vois mes seins, je me sens belle, je me sens femme. Voilà. Donc, quand je pense un seul instant qu'il n'y aura plus ces seins, il n'y aura plus ce sein, c'est difficile. C'est difficile. À côté, il y a mon mari. Je sais que le monsieur là, il aime les seins là. Quand je pense un seul instant que je vais enlever les seins là, et que ce monsieur là risque de me quitter, ah bah, on est en Afrique. On sait que si on n'est pas marié, on est taxé de tout. À côté, on n'aura pas le mari, on n'aura pas les seins. Ah, autant être le martyr et garder les seins pour faire plaisir au mari. Mais non! Vous allez mourir. Mes chères mamans, non. Mes chères soeurs, je dis bien non. C'est que rien ne vaut la vie, au fait. Est-ce que les prothèses dont vous parliez tout à l'heure, Monsieur le Président, est-ce que ça coûte aussi les yeux de la tête? Ça coûte cher. Mais nous les offrons gratuitement depuis 2009. Parce que nous avons la chance d'avoir notre représentante qui est à Paris, qui fait ce travail énorme en collectant, en voyant de grandes personnalités des associations et collecte des trucs là. C'est des très bons prothèses. Hein. Quand vous les voyez, le prix même, parfois ça dépasse 180 200 000 francs. Mais que nous offrons gratuitement, je suis sur une radio. Personne ne viendrait ici dire qu'elle est venue une fois, on l'a vendue depuis 2009. D'accord. Vous voyez? Donc, il ne faut pas que les femmes restent dans ce déni pour refuser que, même dans la Bible, c'est dit, quand un organe, une partie de ton corps te dérange, va t'amener à la mort, coupe-la. Coupe-la. Parce que la plupart des femmes qui ont vécu ce drame jusqu'à mourir, la plupart, je pense 90%, c'est parce qu'elles ont refusé d'enlever le sein. Il y a même des spécialistes, excusez-moi de le dire, il y a même des spécialistes que nous on a accompagnés, qui n'ont pas pu accepter la maladie. Un docteur, pas un. Plusieurs. Vous voyez? Et c'est difficile, mais il faut transcender ça. Si vous arrivez à transcender la maladie, à accepter la maladie et à dire que je veux vivre, il faut voir qui vous laissez derrière. Même si vous n'avez pas d'enfant, vous avez des proches qui vous aiment. Vous avez des amis qui vous aiment. Faites ce pas pour dire que je vais vivre pour mon entourage et faire ce pas pour accepter le traitement et aller de l'avant. Sinon, ça devient fatal. Et on a besoin des femmes aujourd'hui dans nos sociétés. Les femmes sont nos alliés. Et c'est les femmes moteurs de développement aujourd'hui au Togo. Complètement. Merci beaucoup pour ces paroles rassurantes. Docteur Ingrid, est-ce qu'il y a des mesures préventives? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faudra faire pour éviter peut-être d'amoindrir les risques d'attraper le cancer? Oui, comme j'avais dit, ce qu'il faut faire, c'est d'agir sur les facteurs modifiables. D'accord? Ce n'est que sur les facteurs modifiables que nous pouvons agir. C'est-à-dire avoir une bonne alimentation, faire du sport, éviter le stress. Il n'y a pas un médicament où on peut aller en pharmacie. Malheureusement, pour le moment, on n'a pas encore découvert. On espère que peut-être quelqu'un va découvrir, mais actuellement, il n'y en a pas. Et le principal message, c'est l'auto-examen des seins et une consultation gynécologique au moins 1 à 2 fois l'année. C'est très important. Les gens diront qu'ils n'ont pas de l'argent pour aller à l'hôpital. Dans les hôpitaux publics, la consultation est à 3 000 francs. Si je dis, j'économise 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, je pense que jusqu'à ce que 12 mois ne finissent là, j'aurai les 3 000 francs et je vais aller me faire consulter. Et lorsque le mois d'octobre arrive, dans les centres de santé à Lomé, il y a Octobre Rose. Les consultations ou bien les séances de dépistage du cancer du sein sont gratuites. Et il y a des centres qui couplent cela à un examen gynécologique complet. Donc, si l'information passe et que la population est avertie, toutes ces personnes qui disent qu'ils n'ont pas de l'argent, affrontez-vous juste. En octobre, sillonnez les différents centres. Oh, 1000 € à consultation gratuite, moi, 1000 € dépistage gratuit, voilà. On va vous examiner. C'est pourquoi nous sommes là.
Parce que en tant que médecin, en tant que sage-femme, en tant que organisation de la société civile qui milite pour une équité sanitaire, il faudrait que ce message-là passe. Que la vieille qui est à Tcharakwanga, dans un village profond, ait l'information. Oui, malheureusement, il y a encore cette inégalité-là. Mais on fait l'effort d'aller, de pousser pour que tout le monde ait l'information. Parce que dans la Bible, on dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». C'est l'ignorance qui tue nos populations. C'est l'ignorance, c'est la stigmatisation. Oui. Ce sont les tabous socio-culturels qui minent encore notre société aujourd'hui au Togo. Parce que lorsqu'on prend les facteurs qui expliquent le diagnostic tardif et la réticence de la prise en charge, il y a l'ignorance, il y a la stigmatisation, il y a les tabous socio-culturels et religieux, et puis il y a le manque de moyens financiers et l'accessibilité géographique. Parce que je peux bien vouloir me faire dépister, mais malheureusement là où je suis, c'est très loin. Il n'y a personne pour m'examiner. Voilà. Je vais aller où? Je n'ai pas de l'argent pour venir à Lomé. Ou bien pour aller dans un centre qui est proche. Je fais comment? C'est pourquoi il faut aller voir ces gens-là qui sont dans des coins vraiment reculés. Arriver à mettre sur pied des caravanes de dépistage. C'est-à-dire, on prend des engins, on sillonne tout le Togo. On va dans les coins reculés pour parler. Pour parler. C'est ce que nous devons faire. Parce que tant qu'on ne va pas faire, on va atteindre la population de Lomé, de Kara, de Sokodé, de Mango, de Kwalimé, d'Atakwame. Et nos pauvres mamans qui sont à l'intérieur, est-ce qu'elles ont péché pour être nées là-bas? Non. C'est le bon Dieu qui a voulu qu'elles naissent là-bas. Et si le bon nous a donné la connaissance, c'est qu'avec cette connaissance, nous devons aller à l'intérieur. Actuellement, je travaille avec l'association All for Change, qui se bat également à sensibiliser. Je pense que nous allons venir voir la Ligue pour un plus grand impact. Il y a eu l'édition du 5 km à pied le samedi. Nous avons pu rassembler plus de 5000 personnes. Ça, c'est à Lomé. C'est parce que les gens sont à Lomé, les gens ont les téléphones pour voir tout ce qui se passe. Mais à l'intérieur, il y a encore du travail à faire. On ira également à Sokodé, à Takwame, à Kwalimé et à Kara. D'accord. Ça, c'est pour cette année 2024. Et on aimerait faire plus, aller à Mango, aller dans les coins vraiment reculés pour faire passer l'information. Comme je disais que les femmes qui disent qu'elles n'ont pas de l'argent pour se faire dépister, il y a des moments où les séances de dépistage gratuits seront organisées. À la maison de la sage-femme, la dernière semaine d'octobre, le 22, le 24 et le 25 octobre, à la maison de la sage-femme, à Edranawe, il y aura une séance de dépistage gratuit. Donc, toute personne qui n'a pas 22, 24, 25 octobre, une séance de dépistage gratuit à la maison de la sage-femme à Edranawe. Il y aura les sages-femmes qui seront sur pied. Il y aura l'association All for Change avec les différents bénévoles. Je serai là également parce que je suis la conseillère de l'association en matière de santé. Et nous allons également voir la Ligue pour profiter de leur expertise. Parce que plus de 15 ans sur le terrain, on ne peut pas balayer ça d'un... Non. Ils ont de l'expérience, ils ont de l'expertise. Et qui veut aller loin doit se rabaisser pour apprendre des gens qui ont de l'expérience. Donc, nous allons nous tourner vers la Ligue pour bénéficier de leur expertise. Et je profite également pour dire, oui, avec l'association Women in Logistic Africa, la branche du Togo, nous allons également organiser un truc avec la Ligue. Et ce sera dans la préfecture du Vaud, le samedi 26 octobre. On ne fera pas juste la sensibilisation, on va profiter pour faire un examen gynécologique complet aux femmes qui seront là. Donc, on ne va pas juste faire l'examen des seins, on va également faire un examen gynécologique. Parce que derrière le cancer du sein, il y a le cancer du col de l'utérus. Et comme tout cancer, diagnostiqué tôt, la prise en charge est vraiment aisée. Donc, ce n'est que comme ça que nous pouvons améliorer la prise en charge de cette maladie et donner le pouvoir à ces femmes qui sont atteintes du cancer du sein. Les Américains ou bien les Anglais parlent de shift de power. Nous devons leur donner le pouvoir. Parce que moi, je parle du cancer du sein.
Je n'ai pas vécu le cancer du sein. Je n'ai pas eu le cancer du sein. Mais quelqu'un qui a vécu le cancer du sein, son témoignage est poignant. Son frère, sa soeur, son mari, leur témoignage est poignant. Donc, nous devons être capables de donner le pouvoir à ces personnes-là pour parler de la chose. Laisser parler leur cœur. La dernière fois, nous étions à Pia. Il y a une femme qui a accepté de témoigner, Madame Abi. Je lui dis également bonjour aujourd'hui. Elle a qualifié le cancer du sein de voleur, d'escroc. Parce que lorsque vous avez le cancer du sein, tant qu'il n'a pas dépouillé tout ce que vous avez, il va continuer par le faire. Et je prends le colonel Yoda qui a dit ce jour, le cancer du sein ne discrimine pas. Tout à fait. Le cancer du sein touche tout le monde. Tu vas dire aujourd'hui que, oh non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas ma maman. C'est la dame qui est à côté. Mais la dame qui est à côté, qui vendait la bouillie au bord de la route, tu allais acheter là-bas. Une fois qu'elle est malade, est-ce qu'elle peut encore faire ça? Non. C'est la solidarité, l'entraide et l'amour qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Parce que oui, ce sont les familles soudées qui arrivent à accompagner de manière positive les femmes atteintes du cancer du sein. Parce qu'il y a de ces femmes qui arrivent à l'hôpital seules, comme M. Stéphane vient de dire. Quand vous écoutez ces femmes au cours de la séance de chimiothérapie, parce qu'au CHU Sylvanus Olympio, nous avons une salle et la séance de chimio, nous avons des lits, elles sont ensemble. Si vous passez juste et que vous les écoutez parler, c'est triste. Vous allez pleurer. Parce que lorsqu'on arrive à les rassembler, on les apprend comment rédiger des plaidoyers, les choses peuvent changer. Parce que tant qu'on ne fait pas ça, ces femmes vont continuer par souffrir. On doit arriver à un moment où une femme qui a un cancer du sein, elle est suivie par un psychologue, par un nutritionniste, parce que oui, sa manière de manger doit changer. Les drogues pour la chimiothérapie, en tuant les cellules cancéreuses, tuent également les cellules qui sont dans notre organisme. Tenez-vous bien, au cours d'une séance de chimio, il y a un médicament qu'on administre. La boîte coûte 15 000 francs, non 25 000 francs. Et il faut au moins 5 boîtes. Pour une séance de chimio. Lorsque je fais une séance de chimio et que j'ai des effets secondaires, je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Les drogues là, ça tue les cellules dans notre organisme. C'est-à-dire, on peut avoir une anémie, on peut avoir une leucopénie, les lymphocytes peuvent baisser. Pourtant, ce sont les lymphocytes et les polynucléaires qui luttent lorsqu'il y a une infection. Si ces gens-là baissent, on doit tout faire pour relever. Et pour cela, il faut ce médicament-là qui coûte non plutôt 300 000 ou 30 000 francs. Parce que quand j'avais calculé, ça faisait 150 000 les 5 boîtes. Wow. Avant que vous ne puissiez faire l'autre séance. Et avant de faire l'autre séance, il faut refaire le bilan. S'assurer que tout est revenu à la normale avant de vous faire une autre séance. Mais vous voyez que c'est lourd. Et au cours de la chimie, il y a des aliments que vous devez consommer. C'est pourquoi il faut qu'il y ait un nutritionniste. Bien sûr. La chimiothérapie fait que vous perdez vos cheveux. Vos ongles deviennent noirs. La peau devient fripée. Est-ce que ce ne serait pas bien qu'on ait un esthéticien ou une esthéticienne qui peut leur rendre encore un peu plus jolie, les aider, leur faire des soins de peau? On peut arriver à ce niveau-là. Est-ce qu'on ne doit pas avoir des coachs sportifs pour les rassembler? Faire des exercices physiques ensemble. Est-ce que ça ne va pas leur faire du bien? Ça va leur faire du bien. C'est ce que nous appelons les soins de support ou bien les soins de soutien. Donc, si nous arrivons à avoir ce centre où ces femmes-là sont rassemblées avec la Ligue, avec ces différents spécialistes, pas seulement le gynécologue, pas seulement l'oncologue, pas seulement le radiologue, mais le psychologue, le nutritionniste, le coach sportif, l'esthéticienne, ces femmes-là seront joyeuses. Et au-delà de cela, que nous arrivons à les réinsérer dans la société. Parce qu'il y a des femmes qui ont perdu leur boulot. Tu fais la chimio, patron, je veux un repos maladie. On te donne le repos. Tu pars. Oh, ça ne va pas, je ne peux pas reprendre. Oh, ah bon, ok, repose-toi encore. Le mois prochain. Même chose. Mais tu n'es pas la seule employée. On te licencie. Tu reviens à la maison, tu n'as plus de boulot. Il faut que nous arrivions à créer
c'est pas des organismes d'entraide. Très bien. Ouais. Où elles pourront se rassembler. Elles peuvent faire de la maroquinerie, elles peuvent tricoter, Oui. elles peuvent faire beaucoup de choses, tout ce qui est artisan, tout ce qui ne demande pas trop d'efforts. Elles peuvent être capables de devenir des coachs de vie. Oui. Parce que oui, traverser un cancer du sein, ça bouleverse beaucoup de choses. Donc réfléchissons ensemble pour voir quoi faire de mieux. C'est ça. Avec votre accord, on va devoir mettre fin à cette émission. On n'a pas dit tout ce qu'il fallait parce que je pense qu'elle a brossé tout le tableau. Oui. Et je pense qu'on en a fait une bonne partie déjà, mais qu'on doit encore intensifier. Oui. Parlant on pourra revenir par après, faire une autre émission pour intensifier cette sensibilisation. Pourquoi pas? Sinon, nous avons 3 psychologues au moins qui accompagnent les malades. On fait même des consultations psychologiques foraines. Et les nutritionnistes, à nos groupes de parole, on invite les psychologues, les nutritionnistes, même les gynécologues, les gens qui les prennent en charge au centre hospitalier, tout cela, pour qu'ils puissent venir écouter le regard ou bien la manière dont, quelle est l'impression de la malade par rapport aux consultations, tout cela. Donc, on en fait déjà une bonne partie, qu'on doit encore intensifier. Mais j'avais une dame qui a un salon de coiffure et a des octobre roses. Et elle propose son salon de coiffure pour que les femmes qui souffrent du cancer du sein... n'ont plus de cheveux. Oui, c'est une dame qui nous a accompagnés pendant longtemps. On doit intensifier tout cela. On peut vraiment rassembler autant d'acteurs, autant de structures qui puissent maintenant accueillir et faire du bien à ces personnes victimes du cancer. Je pense que ça vaut la peine. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Ligue togolaise contre le cancer, Stéphane Domé-Faouiti, Dr Ingrid Kenyé, gynécologue. Malheureusement, le temps imparti à cette émission est arrivé à sa fin. On va se retrouver, je vous promets, pour une deuxième émission de sensibilisation, surtout pour rappeler les dates de dépistage et de soins également qui se font. Nous avons déjà démarré les campagnes de dépistage à partir d'aujourd'hui avec les cliniques, les hôpitaux partenaires. D'accord. Et on fera... Vous pouvez laisser un contact pour qu'on puisse 90 15 91 94 90 15 91 94 pour joindre la Ligue. Oui, pour faire ce dépistage parce que à partir de cette année, chaque année de mois d'octobre, nous ferons désormais le dépistage du cancer du sein, c'est-à-dire la mammo, l'échographie mammaire et le frottis cervico-vaginal. Un paquet que nous offrons à la femme pour terminer l'année, pour être rassurée de sa santé gynécologique. Et c'est très important. Même, on a même les structures ont prévu de nous accompagner. Quand il y a plein de trucs là, on va les aider pour qu'ils puissent être opérés, etc. Et là, les consultations gratuites pendant tout le mois d'octobre, comme l'a dit Madame la gynécologue. Je pense que mobilisation agissante aujourd'hui au Togo, puisque c'est un acte d'amour, c'est un acte de solidarité, et nous tous, nous devons, il faut que tous les Togolais, toutes les Togolaises puissent se retrouver dans cette lutte, pour que la lutte soit vraiment efficace et efficiente. Le cancer n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive à tout le monde. On va en rester là pour aujourd'hui. On va revenir là-dessus. Merci, mesdames, messieurs, de votre aimable attention. Le prochain rendez-vous de la balade matinale, c'est mercredi à 8h. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye.